Bienvenue sur Think, la chaîne qui éclaire votre esprit et vous aide à grandir. Avez-vous déjà eu l'impression d'être freiné dans la vie? Vous sentez-vous parfois en difficulté pour créer des liens avec les autres? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ensemble des concepts puissants comme l'intelligence émotionnelle, le développement personnel et les compétences sociales. Le livre audio You're Not Shy dévoile les secrets pour naviguer avec confiance dans n'importe quelle situation sociale, établir des relations authentiques et s'épanouir aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Sans ces compétences, vous risquez de passer à côté d'opportunités qui pourraient transformer votre vie et de connexions profondes et significatives. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces compétences s'apprennent. Alors, si vous voulez progresser, évoluer et atteindre votre plein potentiel, pensez à vous abonner. Non seulement cela vous permettra de ne rien manquer, mais cela soutient aussi la création de contenus enrichissants pour vous accompagner dans votre développement. Ne laissez pas la timidité vous définir. Votre parcours vers la maîtrise de l'intelligence émotionnelle et des compétences sociales commence ici. Abonnez-vous dès maintenant et embarquez avec nous dans cette aventure. Chapitre 1. Commencez par soi-même. Le café était animé, rempli de l'agitation matinale habituelle. Un océan de visages absorbés par leurs écrans, les yeux rivés sur des smartphones ou des ordinateurs portables. Pourtant, au milieu de ce chaos, une personne se distinguait. Elle ne vérifiait pas, frénétiquement ses emails, ni ne défilait sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle était assise paisiblement, un petit carnet ouvert devant elle, son stylo suspendu au-dessus de la page. Dans son regard brillait une lueur de détermination, une étincelle d'espoir. C'était le début de son voyage, un voyage que vous vous apprêtez à entreprendre vous aussi. L'intelligence émotionnelle et les compétences sociales ne sont pas des dons innés réservés à une élite. Ce sont des aptitudes que tout le monde peut apprendre, affiner et maîtriser avec du temps et des efforts. Ce livre est votre guide pour cette transformation, et tout commence en vous. Le chemin vers la maîtrise de l'intelligence émotionnelle et des compétences sociales repose avant tout sur un changement de perspective. Il s'agit d'adopter la conviction que vous pouvez évoluer, progresser et vous améliorer. Cet état d'esprit, connu sous le nom de Growth Mindset, état d'esprit de développement, est la pierre angulaire du développement personnel. Il y a une différence majeure entre dire « je ne suis pas une personne sociable » et « je n'ai pas encore maîtrisé les compétences sociales, mais je peux apprendre ». En entamant ce parcours, il est essentiel d'avoir des attentes réalistes. À la fin de ce livre, vous aurez une compréhension claire de ce qu'est l'intelligence émotionnelle et de son importance dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous réaliserez comment vos émotions influencent vos pensées et vos comportements et comment elles impactent vos interactions avec les autres. De plus, vous commencerez à cultiver un growth mindset envers vos compétences sociales. Vous apprendrez à percevoir les défis sociaux non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Votre transformation commence maintenant. Vous commencerez à voir chaque interaction, chaque conversation comme une occasion de pratiquer et d'affiner vos compétences. Peut-être plus important encore, vous aurez défini des objectifs personnels clairs pour votre développement émotionnel et social. Ces objectifs serviront de feuille de route, guidant vos efforts et vous aidant à mesurer vos progrès. Mais qu'en est-il des bénéfices à long terme? Que peut mener ce voyage si vous continuez à pratiquer et appliquer ces compétences au fil du temps? Le potentiel est véritablement transformateur. Vous pouvez vous attendre à une augmentation significative de la conscience de soi et de la confiance dans vos interactions sociales. Vous vous retrouverez à naviguer plus facilement dans des situations sociales complexes, à lire les indices sociaux plus précisément et à répondre de manière plus appropriée. Vos relations, tant personnelles que professionnelles, deviendront probablement plus fortes et plus significatives. Vous développerez la capacité de vous connecter plus profondément avec les autres, d'être plus empathique et de communiquer de manière plus efficace. Cela peut mener à des amitiés plus satisfaisantes, des relations familiales plus harmonieuses et des partenariats professionnels plus productifs. Peut-être le plus excitant est le potentiel de croissance personnelle continue et d'amélioration de la résilience émotionnelle. En devenant plus attentif à vos émotions et à celles des autres, vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie.
Les situations stressantes qui, autrefois, vous auraient déséquilibré deviendront gérables. Les conflits, qui semblaient insurmontables, deviendront des opportunités de croissance et de compréhension. Alors, qu'implique ce processus? Quelles sont les étapes les plus importantes? Le voyage commence par l'acceptation de soi avec bienveillance et l'abandon du jugement sévère. Cela peut sembler contre-intuitif après tout. Nous cherchons à nous améliorer, n'est-ce pas? Pourtant, une autocritique trop dure mène souvent à de la défensive et à une résistance au changement. En vous abordant avec bienveillance et compréhension, vous créez un espace sécurisé pour une réflexion honnête et une croissance authentique. Ensuite, il y a l'étape cruciale de la définition d'objectifs intentionnels pour votre développement. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. SMART. Ils peuvent inclure des choses comme pratiquer l'écoute active lors de 3 conversations cette semaine, identifier et gérer mes déclencheurs émotionnels dans des situations stressantes au travail. La 3e étape clé est de s'engager à pratiquer quotidiennement des exercices qui développent l'intelligence émotionnelle. Cela peut inclure des exercices de pleine conscience, l'écriture sur vos émotions ou la pratique délibérée de l'empathie dans vos interactions. L'essentiel est la consistance. Les petits efforts quotidiens s'accumulent avec le temps pour provoquer un changement significatif. Pourquoi ces étapes sont-elles importantes? Et pourquoi sont-elles dans cet ordre? L'autocompassion vient en premier parce qu'elle crée la sécurité psychologique nécessaire pour une réflexion honnête et une croissance authentique. Sans cela, nous avons tendance à éviter de reconnaître nos faiblesses ou erreurs, qui sont pourtant essentielles pour l'apprentissage. La définition des objectifs vient ensuite, car elle donne direction et motivation. Les objectifs nous fournissent un but concret vers lequel travailler, ce qui aide à maintenir notre concentration et nos efforts, même lorsque les progrès semblent lents. L'engagement quotidien est la dernière pièce du puzzle, car il garantit un progrès constant et la formation d'habitudes. L'intelligence émotionnelle et les compétences sociales ne se développent pas grâce à des efforts sporadiques, mais à travers une pratique constante au fil du temps. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage, il est important de comprendre l'ampleur et l'objectif de ce livre. Nous ne visons pas la perfection ni ne promettons de vous transformer en un expert social du jour au lendemain. Au contraire, nous vous offrons un kit d'outils, un ensemble de compétences, de stratégies et de perspectives que vous pourrez utiliser pour naviguer plus efficacement dans le monde complexe des interactions humaines. L'impact potentiel de ce voyage sur votre vie personnelle et professionnelle ne peut être sous-estimé. Une intelligence émotionnelle améliorée peut conduire à de meilleures décisions, un leadership plus efficace et une plus grande satisfaction générale dans la vie. Sur le plan personnel, cela peut se traduire par des relations plus profondes et plus épanouissantes, ainsi qu'un plus grand bien-être émotionnel. Adopter un growth mindset, état d'esprit de développement, est essentiel dans ce processus. Cela signifie croire véritablement en votre capacité à changer et à vous améliorer. Cela peut être un défi, surtout si vous avez longtemps entretenu des croyances limitantes sur vos capacités sociales. Peut-être vous êtes-vous toujours vu comme timide ou socialement maladroit. Ces étiquettes peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices si nous les laissons s'imposer. Mais avec un état d'esprit de développement, vous pouvez reformuler ces défis comme des occasions de croissance. Cet événement de réseautage qui vous angoissait autrefois devient une chance de pratiquer vos compétences en conversation. Cette discussion difficile que vous avez évitée devient une opportunité d'améliorer votre régulation émotionnelle et vos capacités de communication. Dans cette phase de transformation, il est important de développer de l'autocompassion et de la patience envers soi-même. Le changement prend du temps et des revers surviendront inévitablement. Traitez-les comme des expériences d'apprentissage, plutôt que comme des échecs. Soyez aussi bienveillant envers vous-même que vous le seriez envers un ami qui apprend une nouvelle compétence. Cultiver l'optimisme et se fixer des attentes positives peut aussi avoir un impact majeur sur votre parcours. Croyez en votre capacité à vous améliorer et visualisez les changements positifs que vous souhaitez voir dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés, mais les aborder avec un sentiment d'espoir et de détermination. Enfin,
il peut être utile de créer un environnement favorable à votre développement. Cela pourrait impliquer de partager vos objectifs avec des amis ou des membres de votre famille de confiance qui peuvent vous encourager tout au long du processus. Il peut aussi s'agir de rejoindre un groupe de soutien ou de trouver un mentor qui a déjà emprunté ce chemin. S'entourer de positivité et de soutien peut faire une différence majeure dans votre parcours. À la fin de ce premier chapitre, prenez un moment pour réfléchir à où vous en êtes et où vous souhaitez aller. Reconnaissez qu'en ouvrant ce livre, vous avez déjà fait le premier pas dans un voyage extraordinaire de découverte de soi et de croissance personnelle. Le chemin à venir ne sera pas toujours facile, mais il promet d'être profondément enrichissant. Souvenez-vous, chaque expert a un jour été débutant. Chaque personne socialement épanouie que vous admirez a un jour été là où vous êtes, au début de son propre voyage. La différence ne réside pas dans un talent inné, mais dans la volonté d'apprendre, de grandir et de persévérer. Dans les chapitres suivants, nous approfondirons des stratégies et des techniques spécifiques pour améliorer votre intelligence émotionnelle et vos compétences sociales. Nous explorerons comment vraiment vous connaître, contrôler vos émotions, comprendre les autres, établir des liens, gérer les conflits, mener des conversations et maintenir des limites saines. Mais pour l'instant, prenez une profonde inspiration. Reconnaissez le courage qu'il vous faut pour entreprendre ce voyage d'amélioration personnelle. Et à mesure que vous tournez la page vers le prochain chapitre, sachez que vous ne lisez pas simplement un livre. Vous faites les premiers pas vers une vie plus épanouie, émotionnellement intelligente et socialement compétente. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas, et vous avez déjà fait ce pas. Explorons ensemble ce qui se cache au-delà du miroir de l'introspection et découvrons le potentiel incroyable qui réside en vous. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour progresser vers le sommet et d'activer les notifications afin de recevoir davantage de conseils pour booster votre développement personnel. Pensez également à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis, cela aide énormément la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien. Chapitre 2. Connaître soi-même. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un étranger dans votre propre peau, comme si vos émotions étaient une langue étrangère que vous ne pouviez pas déchiffrer? Vous n'êtes pas seul. Dans notre monde trépidant, il est facile de perdre le contact avec soi-même, de devenir déconnecté de nos fonctionnements intérieurs. Mais si je vous disais que la clé pour libérer votre plein potentiel en intelligence émotionnelle et en compétences sociales se trouve en vous? Ce chapitre est dédié à un voyage de découverte de soi. Il s'agit de retirer les couches de votre psyché, de dévoiler les profondeurs cachées de vos émotions et de vous connaître réellement dans votre essence. Cela peut sembler intimidant, voire effrayant, mais je vous promets que c'est un voyage qui en vaut la peine. Alors pourquoi est-ce si important? Pourquoi devriez-vous vous soucier de vous connaître profondément? Imaginez-vous tenter de naviguer dans un labyrinthe les yeux bandés. C'est ce que c'est de vouloir maîtriser l'intelligence émotionnelle et les compétences sociales sans une réelle conscience de soi. Parfois, vous pourriez trouver le bon chemin, mais la plupart du temps, vous vous retrouverez à tourner en rond, bloqué dans des impasses. L'autoconnaissance, c'est comme retirer ce bandeau. Elle vous permet de voir clairement le labyrinthe, de comprendre ses détours et de le traverser avec assurance. Lorsque vous vous connaissez véritablement, vous gagnez le pouvoir de réguler vos émotions de manière plus efficace. Plutôt que de subir vos sentiments, vous devenez leur maître. Mais cela va au-delà de la gestion des émotions. Se comprendre soi-même améliore l'authenticité de vos interactions avec les autres. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous être véritablement authentique dans vos relations si vous ne savez même pas qui vous êtes vraiment? Lorsque vous connaissez votre véritable soi, vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos motivations, vous pouvez vous présenter au monde tel que vous êtes vraiment. Et l'authenticité, mon ami, est magnétique. Elle attire les gens à vous et nourrit des connexions plus profondes et significatives. De plus, identifier vos schémas personnels revient à trouver les codes secrets de votre propre croissance. Vous comprendrez mieux pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière dans certaines situations et pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées et adaptées à vos objectifs personnels. Nous avons tous des habitudes de pensée, de ressenti et de comportement. Certaines nous servent bien,
d'autres nous limitent. La reconnaissance de ces schémas nous permet de renforcer les positifs et de changer les négatifs. C'est comme si nous pouvions reprogrammer notre propre logiciel pour un meilleur fonctionnement. Mais alors, comment développer cette conscience de soi essentielle? Tout commence par une volonté de se regarder en face, de poser des questions honnêtes et d'écouter réellement les réponses. Un outil puissant dans cette quête est l'identification de nos déclencheurs émotionnels. Ce sont des situations ou des mots qui provoquent en nous des réactions fortes, parfois disproportionnées. Cela pourrait être un conflit avec quelqu'un, un événement inattendu, ou même une remarque anodine qui nous touche plus que prévu. En reconnaissant ces déclencheurs, nous pouvons comprendre pourquoi ils nous affectent si intensément et comment mieux les gérer. Un moyen efficace de suivre ces déclencheurs est de tenir un journal émotionnel. Il n'est pas nécessaire que ce soit un long écrit, mais même une simple note dans votre téléphone peut suffire. L'idée est de noter les situations qui génèrent des émotions fortes, d'identifier ces émotions et d'observer comment vous avez réagi. Au fil du temps, des schémas vont apparaître. Vous pourriez remarquer que vous vous sentez souvent anxieux dans des réunions sociales ou que vous réagissez violemment quand vous sentez vos limites franchies. Cela vous permet de comprendre votre propre langage émotionnel et de relier vos émotions, vos pensées et vos comportements. En vous observant attentivement, vous allez aussi identifier vos forces et vos faiblesses. Un outil pour vous aider à faire cela est l'analyse SWOT, forces, faiblesses, opportunités et menaces. Listez d'abord vos forces. En quoi êtes-vous naturellement bon? Peut-être avez-vous un talent pour la résolution de problèmes, pour la communication ou pour écouter les autres. Ensuite, évaluez vos faiblesses. Peut-être que vous avez du mal à gérer votre temps ou à exprimer clairement vos besoins. L'idée n'est pas de se juger, mais d'identifier des domaines de croissance. Ensuite, notez les opportunités externes qui s'offrent à vous, comme un nouveau projet ou des relations professionnelles qui pourraient renforcer vos compétences. Enfin, identifiez les menaces, comme un environnement toxique ou des influences qui peuvent freiner votre progrès. Une fois cette analyse réalisée, vous pouvez créer une stratégie pour tirer parti de vos forces, travailler sur vos faiblesses, saisir les opportunités et contrer les menaces. Cela vous donnera une feuille de route pour votre développement personnel. Cependant, la perception que nous avons de nous-mêmes n'est pas toujours exacte. Nous avons tous des angles morts, des domaines où notre image de soi ne correspond pas à la réalité. C'est là que le feedback des autres devient crucial. Obtenez des avis de vos amis, de votre famille ou de vos collègues pour comprendre comment vous êtes perçu. Cela peut vous éclairer sur des aspects de vous-même que vous ne voyez pas. Lors de la collecte de feedback, il est essentiel d'adopter une attitude ouverte. Il est naturel de se sentir sur la défensive face à la critique, mais il faut apprendre à la considérer comme une information précieuse pour notre évolution, et non comme une attaque personnelle. Demandez des retours spécifiques, comme « À quelles sont mes forces selon toi ?» ou « Comment puis-je m'améliorer dans telle situation ?» Il n'est pas nécessaire de tout accepter, mais ces retours peuvent vous offrir des perspectives qui nourrissent votre travail sur vous-même. Tout cela fait partie de la construction d'une conscience de soi solide, qui est la première étape pour maîtriser vos compétences émotionnelles et sociales. Lorsque vous comprenez vos émotions et votre fonctionnement, vous pouvez les réguler, améliorer vos relations et interagir avec les autres de manière authentique. En vous connaissant profondément, vous créez un socle solide pour un développement continu. C'est un processus long et parfois difficile, mais en persévérant, vous constaterez des changements significatifs. Vous deviendrez plus sûr de vous, plus apte à gérer vos émotions, plus capable d'établir des liens solides avec les autres. Parlons maintenant de quelques outils pour la découverte de soi. Les évaluations de la personnalité, telles que le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, ou les Big Five, les 5 grands, peuvent offrir des perspectives intéressantes sur vos traits de personnalité. Ces évaluations classent vos tendances dans des domaines comme l'extraversion versus l'introversion, la pensée versus le sentiment, et l'ouverture à l'expérience. Bien qu'elles ne doivent pas être considérées comme des étiquettes définitives, elles peuvent offrir un cadre pour comprendre vos inclinations naturelles et la manière dont elles influencent vos comportements et interactions. Un autre aspect crucial de la découverte de soi consiste à clarifier vos valeurs.
Vos valeurs fondamentales sont les principes qui guident vos décisions et comportements. Ce sont les choses qui comptent le plus pour vous, celles qui donnent un sens et une direction à votre vie. Identifier ces valeurs peut vous aider à vous assurer que vos actions sont alignées avec ce qui compte vraiment pour vous, ce qui mène à une plus grande authenticité et épanouissement. Pour clarifier vos valeurs, essayez cet exercice. Imaginez que vous êtes à la fin de votre vie, en train de regarder en arrière. Qu'aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Quels principes espérez-vous avoir suivis dans vos actions? Les réponses à ces questions peuvent vous guider vers vos valeurs profondes. Une fois identifiées, vous pouvez les utiliser comme une boussole pour la prise de décision et la définition de vos objectifs. Passons maintenant à l'aspect pratique. Comment intégrer la découverte de soi dans votre vie quotidienne? Une pratique puissante est la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire sur vos expériences, vos réponses émotionnelles et toute intuition ou prise de conscience que vous avez eue au fil du temps. Vous commencerez à remarquer des motifs et des tendances dans vos pensées et comportements. Un autre outil précieux est la méditation de pleine conscience. Cette pratique consiste à s'asseoir tranquillement et à observer vos pensées et sentiments sans jugement. C'est comme regarder les nuages passer dans le ciel. Vous les remarquez, mais vous ne cherchez pas à les retenir ni à les repousser. Cela peut augmenter votre conscience du moment présent et vous aider à être plus à l'écoute de vos expériences intérieures. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage de découverte de soi, il est important de se rappeler que c'est un processus et non une destination. Vous n'essayez pas d'atteindre un point où vous vous comprendrez parfaitement. Au contraire, vous développez une habitude de réflexion et d'introspection qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Quels résultats pouvez-vous attendre de ce processus? À un niveau basique, vous expérimenterez probablement une reconnaissance accrue de vos états émotionnels et de vos déclencheurs émotionnels. Vous deviendrez plus conscient de ce que vous ressentez sur le moment et des raisons sous-jacentes de vos émotions. Cette prise de conscience peut être transformative, vous permettant de mieux contrôler vos réactions émotionnelles. En progressant, vous apprendrez à anticiper vos réponses émotionnelles et à reconnaître les signes précoces de colère, d'anxiété ou d'autres émotions fortes, vous permettant ainsi d'adopter des stratégies d'adaptation avant qu'elles ne vous submergent. L'objectif ultime est de comprendre profondément vos émotions, ce qui conduit à une gestion proactive et à des interactions sociales authentiques. Imaginez être si bien connecté à vous-même que vous pouvez naviguer avec aisance dans des situations sociales complexes, vous exprimant de manière authentique tout en étant attentif aux besoins et émotions des autres. Ce niveau de conscience de soi peut transformer vos interactions et améliorer votre expérience de vie. Cependant, le chemin de la découverte de soi n'est pas toujours simple. Vous pouvez rencontrer des résistances face à des émotions inconfortables. Il est facile de fuir des aspects de soi qui nous déplaisent. La clé est de pratiquer la bienveillance envers soi-même, car la croissance découle de l'acceptation de toutes les facettes de soi, même celles qui sont difficiles. Il est aussi possible que l'auto-analyse devienne accablante par moments. Dans ce cas, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de tout comprendre d'un coup. Décomposez le processus en étapes petites et gérables. Concentrez-vous sur un aspect à la fois, qu'il s'agisse de l'identification de vos déclencheurs émotionnels, de la clarification de vos valeurs ou de l'amélioration d'une compétence. Un piège fréquent est de mal interpréter les résultats des tests de personnalité. Bien qu'utiles, ces tests ne doivent pas être vus comme des vérités absolues. Utilisez-les comme point de départ pour la réflexion, pas comme des étiquettes figées. La connaissance de soi est un voyage continu, pas une destination. Il s'agit d'intégrer la réflexion et la croissance tout au long de la vie. Chaque prise de conscience vous rapproche de votre intelligence émotionnelle et de relations plus satisfaisantes. Vous avez commencé ce voyage, mais il reste encore tant à explorer. Rappelez-vous que la véritable force réside dans l'acceptation complète de soi, tant des lumières que des ombres. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un domaine complexe, les émotions. Nous verrons comment naviguer dans ce paysage émotionnel et comment utiliser la puissance de vos sentiments au lieu d'être submergé par eux. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la maîtrise émotionnelle? Le voyage continue et le meilleur reste à venir. Chapitre 3. Contrôler ses émotions.
Imaginez que vous soyez à la barre d'un navire en pleine tempête. Les vagues frappent la coque, le vent souffle violemment et le ciel s'assombrit. Votre capacité à rester en sécurité ne dépend pas uniquement de vos compétences en navigation ou de la solidité de votre bateau, mais de votre capacité à rester calme et à prendre des décisions claires malgré le chaos. Cette métaphore illustre bien les défis quotidiens. Les tempêtes ne sont pas toujours météorologiques, mais elles peuvent être tout aussi accablantes. Une dispute, une présentation importante ou une crise imprévue peuvent toutes créer des turbulences émotionnelles. Mais et si vous pouviez apprendre à être le calme au cœur de cette tempête? C'est le pouvoir du contrôle émotionnel. N'est pas question de supprimer vos émotions, mais d'apprendre à les ressentir pleinement tout en gardant le contrôle. C'est comme piloter votre navire émotionnel, au lieu de vous laisser emporter par chaque vague. Cette compétence est cruciale pour gérer votre intelligence émotionnelle et vos relations sociales. Sans contrôle émotionnel, la colère peut entraîner des paroles regrettées, la peur peut paralyser vos actions, et l'anxiété peut vous empêcher de saisir des opportunités. Le contrôle émotionnel vous permet d'éviter ces pièges en gérant vos émotions de manière constructive. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment développer cette capacité pour améliorer votre bien-être et vos interactions. D'un autre côté, lorsque nous parvenons à réguler nos émotions de manière efficace, nous ouvrons un monde de possibilités. Nous pouvons répondre de manière réfléchie dans nos interactions sociales, au lieu de réagir impulsivement. Cette capacité à faire une pause, à traiter nos émotions et à choisir notre réponse est un pilier fondamental de l'intelligence émotionnelle. Elle nous permet de naviguer dans des situations sociales complexes avec finesse, que ce soit pour désamorcer une négociation tendue, apporter du réconfort à un ami en détresse ou collaborer efficacement au sein d'une équipe. De plus, le contrôle émotionnel joue un rôle stabilisateur dans nos relations. Lorsque nous sommes capables de gérer nos propres émotions, nous devenons une présence stable et fiable pour les autres. Nous sommes moins enclins à nous emporter dans la colère, à nous retirer par peur ou à prendre des décisions impulsives basées sur des émotions temporaires. Cette capacité favorise la confiance et renforce les liens, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais comment développer cette capacité à contrôler nos émotions? Cela commence par comprendre que nos émotions ne nous arrivent pas, simplement. Elles sont étroitement liées à nos pensées et à nos croyances. C'est ici que la psychologie comportementale cognitive entre en jeu. En reconnaissant la connexion entre nos pensées, nos émotions et nos comportements, nous pouvons commencer à influencer consciemment ce cycle. Une technique puissante pour réguler nos émotions est la pleine conscience. En essence, la pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, conscient de vos pensées et de vos émotions sans jugement. C'est comme créer une petite pause entre le stimulus et la réponse, vous offrant ainsi l'espace nécessaire pour choisir comment réagir. Une pratique simple de pleine conscience à commencer est la respiration consciente. Trouvez un endroit, calme où vous ne serez pas dérangé, asseyez-vous confortablement et concentrez votre attention sur votre respiration. Ressentez la sensation de l'air qui entre et sort de votre corps. Lorsque votre esprit s'égare, ce qui arrivera inévitablement, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Cet exercice simple, pratiqué régulièrement, peut considérablement améliorer votre capacité à rester présent et calme dans des situations stressantes. Une autre technique de pleine conscience est l'ancrage, qui consiste à utiliser vos sens pour vous ancrer dans le moment présent. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur la sensation de vos pieds sur le sol, observer 5 choses autour de vous, ou écouter attentivement les sons de votre environnement. Ces pratiques peuvent être particulièrement utiles lorsque vous vous sentez accablé ou anxieux. Alors que la pleine conscience nous aide à rester présent, la restructuration cognitive nous permet de changer notre perspective sur une situation. Cette technique consiste à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remettre en question. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je vais gâcher cette présentation et tout le monde va me penser incompétent », vous pouvez remettre en question cette pensée. Est-il vraiment vrai qu'une seule présentation définit toute votre compétence? Quelles preuves avez-vous pour soutenir ou réfuter cette pensée? Une fois que vous avez challengé la pensée négative, vous pouvez la remplacer par une pensée plus équilibrée et constructive, comme par exemple
Cette présentation est une opportunité de partager mes idées, même si elle n'est pas parfaite, je peux apprendre de l'expérience. En changeant vos pensées, vous pouvez influencer votre réponse émotionnelle et, par conséquent, votre comportement. Bien sûr, toutes les techniques du monde ne serviront à rien si vous ne pouvez pas reconnaître quand vous en avez besoin. C'est pourquoi il est essentiel de devenir compétent dans la reconnaissance des premiers signes de stress et de surcharge émotionnelle. Ces signes peuvent être physiques, comme des tensions dans les épaules, un rythme cardiaque rapide ou une respiration superficielle. Ils peuvent aussi être émotionnels, comme l'irritabilité, l'anxiété ou la sensation d'être accablé. En vous familiarisant avec ces signes avant-coureurs, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies de désescalade avant que vos émotions ne deviennent incontrôlables. Cela pourrait impliquer de prendre une courte pause, de vous éloigner d'une situation tendue pour rassembler vos pensées. Cela pourrait aussi signifier utiliser un exercice de respiration rapide pour calmer votre système nerveux ou encore communiquer vos besoins de manière assertive aux autres, en établissant des limites pour protéger votre bien-être émotionnel. Le développement du contrôle émotionnel ne se limite pas à la gestion des émotions difficiles dans l'instant, il s'agit aussi de construire une résilience à long terme. Pensez-y comme à la création d'un compte d'épargne émotionnelle. Tout comme vous économisez de l'argent pour les jours de pluie, vous pouvez accumuler des réserves émotionnelles pour vous aider à affronter les tempêtes de la vie. Une manière de faire cela est de s'engager régulièrement dans des activités qui favorisent le bien-être. Cela peut être tout ce qui vous apporte de la joie, de la détente ou un sentiment d'accomplissement. Cela pourrait être un passe-temps que vous aimez. Passez du temps dans la nature ou pratiquer une compétence que vous développez. L'essentiel est d'intégrer ces activités dans votre routine quotidienne, et pas seulement lorsque vous êtes déjà stressé. Construire des relations de soutien est un autre aspect crucial de la résilience émotionnelle. Avoir des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour obtenir du soutien, de la compréhension, et une perspective peut faire une énorme différence lorsque vous faites face à des défis. Entretenez vos relations. Soyez présent pour les autres et n'ayez pas peur de demander du soutien lorsque vous en avez besoin. Un autre pilier pour développer la résilience est d'apprendre des revers. Chaque situation difficile est une occasion de croissance si nous l'abordons avec le bon état d'esprit. Après une expérience difficile, prenez du temps pour réfléchir. Quelles émotions sont survenues? Comment les avez-vous gérées? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Et qu'est-ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois? Traitant chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage, vous pourrez affiner en continu vos compétences de régulation émotionnelle. Passons maintenant à quelques exercices pratiques pour améliorer votre contrôle émotionnel. Nous avons déjà évoqué la méditation de pleine conscience, qui est un outil puissant pour développer la conscience du moment présent. Essayez de consacrer au moins 10 minutes chaque jour à une pratique de pleine conscience. Vous pouvez commencer avec une application de méditation guidée, ou simplement vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur votre respiration. Un autre outil utile est de tenir un carnet de pensées. Cela consiste à documenter les situations qui déclenchent des émotions fortes, à noter vos pensées automatiques dans ces moments-là et à identifier toute distorsion cognitive, comme la pensée en noir et blanc ou la catastrophisation. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous deviendrez plus habile à reconnaître et à remettre en question les schémas de pensée peu utiles. Créer un plan personnalisé de gestion du stress peut également être très utile. Cela consiste à identifier vos sources de stress courantes, vos réactions typiques face au stress et les stratégies qui fonctionnent pour vous. Avoir ce plan en place vous aidera à répondre plus efficacement lorsque des situations stressantes se présenteront. En vous lançant dans ce voyage de développement du contrôle émotionnel, il est important d'avoir des attentes réalistes. Un bon résultat initial pourrait être une meilleure capacité à rester calme dans des situations de stress modéré. Vous pourriez vous surprendre à prendre une grande inspiration et faire une pause avant de répondre à un email légèrement agaçant, plutôt que de répondre impulsivement avec colère. Un excellent résultat serait de maintenir un contrôle émotionnel constant, même sous un stress important. Cela pourrait se traduire par la capacité à garder son calme lors d'une dispute animée ou à rester concentré et calme lors d'une situation de travail stressante. Le meilleur résultat possible serait une maîtrise totale de vos réponses émotionnelles
ce qui entraînerait des relations et une prise de décision améliorée. À ce niveau, vous ne vous contentez pas de gérer vos émotions, vous les utilisez comme une information précieuse pour guider vos actions. Vous êtes capable d'empathie profonde envers les autres, tout en maintenant votre propre équilibre émotionnel. Vos décisions sont éclairées par vos émotions, mais ne sont pas contrôlées par elles. Bien sûr, développer le contrôle émotionnel n'est pas sans défi. Vous pourriez trouver difficile de reconnaître au début les pensées négatives, automatiques. La clé ici est la pratique. Faites un point régulier avec vous-même tout au long de la journée. Que ressentez-vous? Quelles pensées accompagnent ces émotions? Avec le temps, vous deviendrez plus habile à repérer ces pensées dès qu'elles surgissent. La régularité dans la pratique des techniques de régulation émotionnelle peut aussi être un défi. Nos vies sont bien remplies, et il est facile de laisser ces pratiques de côté. Une manière de pallier cela est de définir des rappels et d'intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne. Peut-être ferez-vous un rapide exercice de pleine conscience chaque matin pendant que votre café est en train de couler, ou remplirez-vous une fiche de suivi de pensée avant de vous coucher chaque soir. Enfin, vous pourriez vous sentir frustré si vous ne constatez pas de progrès rapide. Rappelez-vous que développer le contrôle émotionnel est une compétence, comme toute autre. Cela prend du temps et de la pratique pour la maîtriser. Reconnaître et célébrer les petites améliorations tout au long du chemin est essentiel. Vous êtes-vous retenu avant de vous emporter contre quelqu'un? C'est un progrès. Avez-vous réussi à vous calmer plus rapidement après vous être fâché? C'est encore un progrès. En conclusion de ce chapitre, rappelez-vous que le contrôle émotionnel ne consiste pas à supprimer ou nier vos émotions, mais à développer une relation plus saine et équilibrée avec elles. Il s'agit de pouvoir ressentir profondément tout en maintenant votre équilibre. Il s'agit d'utiliser vos émotions comme une information précieuse, plutôt que d'être contrôlé par elles. Vous avez fait les premiers pas vers la maîtrise de vos réponses émotionnelles. Vous avez appris la pleine conscience, la restructuration cognitive et le renforcement de la résilience. Vous avez exploré des exercices pratiques pour améliorer votre contrôle émotionnel, mais ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans un domaine que beaucoup trouvent mystérieux et difficile à appréhender. Le monde des émotions des autres. Comment naviguer dans ce paysage complexe? Comment comprendre et se connecter avec les autres à un niveau plus profond? Les réponses pourraient vous surprendre et elles sont plus proches que vous ne le pensez. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de l'empathie et de la connexion émotionnelle? Le voyage continue et un tout nouveau monde de compréhension vous attend. Chapitre 4. Comprendre les autres. Avez-vous déjà eu l'impression de parler une langue différente de celle des autres, même quand vous utilisez tous les mêmes mots? Ou peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation où la tension dans la pièce était palpable, mais vous ne pouviez pas vraiment mettre le doigt sur la raison? Bienvenue dans le monde complexe de l'interaction humaine, où ce qui est laissé non dit parle souvent plus fort que les mots. Dans ce chapitre, nous allons entreprendre un voyage dans les esprits et les cœurs des personnes qui nous entourent. Nous allons explorer ce langage caché que tout le monde parle, mais que peu comprennent vraiment. C'est un langage qui dépasse les mots, une symphonie silencieuse de gestes, d'expressions et d'énergie qui communique énormément, si l'on sait écouter. Mais pourquoi est-ce si crucial? Pourquoi devrions-nous nous intéresser à l'exploration des paysages émotionnels des autres? Imaginez un instant que vous possédiez un super-pouvoir. Ce super-pouvoir vous permettrait de ressentir ce que les autres éprouvent, de comprendre leur point de vue, même s'il diffère radicalement du vôtre, et de naviguer dans des situations sociales avec aisance et grâce. Plutôt incroyable, non? Ce super-pouvoir a un nom, l'empathie. Et bien que cela puisse sembler être une capacité avec laquelle on est ou non, la vérité est que l'empathie, tout comme n'importe quelle autre compétence, peut être développée et affinée. Il ne s'agit pas d'être voyant ou d'avoir une capacité étrange à lire dans les pensées. Il s'agit d'apprendre à capter les indices subtils que tout le monde diffuse en permanence, souvent sans même s'en rendre compte. Développer cette compétence, c'est un peu comme apprendre à voir le monde en couleur après avoir vécu dans un monde en noir et blanc. Soudainement, les interactions sociales prennent une nouvelle profondeur et signification. Vous commencez à comprendre pourquoi les gens réagissent de la façon dont ils réagissent, même quand leurs réactions semblent irrationnelles en surface.
Vous commencez à voir les motivations cachées derrière les actions, les peurs et désirs non exprimés qui orientent les comportements. Cette compréhension est la clé pour favoriser des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. Lorsque vous pouvez véritablement éprouver de l'empathie pour quelqu'un, vous créez un pont de compréhension entre vous. Ce pont permet une communication plus claire, réduit les malentendus et aide à prévenir les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Mais l'empathie ne se résume pas à se faire des amis ou à influencer les autres. C'est une compétence cruciale dans tous les aspects de la vie. Sur le lieu de travail, elle peut vous aider à collaborer plus efficacement avec vos collègues, comprendre les besoins des clients ou des partenaires, et même à devenir un leader plus efficace. Dans les relations personnelles, elle vous aide à soutenir vos proches dans les moments difficiles, à résoudre les conflits plus facilement et à créer des liens plus forts et durables. Alors, comment développer ce super pouvoir? Tout commence par prendre du recul pour adopter le point de vue des autres. Cela signifie être capable de sortir de votre propre perspective et de réfléchir à la manière dont quelqu'un d'autre pourrait vivre une situation. C'est se poser la question: si j'étais à leur place, comment me sentirais-je? Que penserais-je? Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec le point de vue de l'autre. L'objectif n'est pas d'abandonner vos propres vues, mais d'élargir votre compréhension pour inclure celle des autres. Il s'agit de reconnaître qu'il existe de nombreuses manières valides de voir le monde, et qu'une perspective différente de la vôtre est tout aussi réelle et légitime pour l'autre que la vôtre l'est pour vous. Pratiquer cette prise de perspective peut être aussi simple que de faire une pause avant de réagir à quelqu'un et de vous demander: qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette personne que je ne vois pas? Peut-être que ce collègue qui a réagi brusquement est en train de gérer un stress à la maison. Peut-être que l'ami qui a été distant récemment traverse quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à partager. En considérant ces possibilités, vous vous ouvrez à une réponse plus compatissante et compréhensive. Mais l'empathie ne se résume pas uniquement à une compréhension intellectuelle. Il s'agit aussi de résonance émotionnelle, de la capacité à se connecter avec et à partager les sentiments des autres. Cela ne signifie pas s'approprier les émotions de chacun, mais plutôt créer un espace où les autres se sentent vus, entendus et compris. Une manière puissante de créer cette connexion émotionnelle est à travers la validation. Cela signifie reconnaître et accepter les émotions de quelqu'un sans jugement. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec leurs actions ou de leur dire qu'ils ont raison, mais simplement de reconnaître leur expérience émotionnelle comme réelle et valide. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un « ne sois pas triste » ou « tu ne devrais pas ressentir cela », vous pourriez dire quelque chose comme « on dirait que tu souffres beaucoup en ce moment, ça doit être difficile ». Ce simple acte de validation peut être incroyablement puissant. Il permet aux gens de se sentir entendus et compris, ce qui les rend plus enclins à s'ouvrir et à se connecter avec vous. Passons maintenant dans le fascinant monde de la communication non verbale. Saviez-vous qu'une grande partie de notre communication se fait sans mots? Nos corps envoient constamment des signaux sur ce que nous ressentons, souvent sans que nous en soyons conscients. Apprendre à lire ces signaux, c'est comme accéder à un langage secret que tout le monde parle, mais que peu comprennent. Commençons par les bases du langage corporel. La façon dont quelqu'un se tient ou s'assoit peut en dire long sur son état émotionnel. Des postures ouvertes, bras décroisés, corps orientés vers vous, indiquent généralement de l'ouverture et de l'engagement. Des postures fermées, bras croisés, corps tournés vers l'extérieur, peuvent suggérer de l'inconfort ou de la défensive. Les gestes peuvent également être révélateurs. Manipuler des objets ou se tordre les mains peut indiquer de la nervosité ou de l'inconfort, tandis que des mouvements de mains qui suivent le rythme de la parole montrent souvent de l'enthousiasme et de l'engagement. Soyez attentifs à ces indices subtils, et vous commencerez à capter des informations qui vont au-delà de ce qui est dit. Les expressions faciales sont une autre source riche d'informations émotionnelles. Nous connaissons tous les expressions de base: bonheur, tristesse, colère et surprise. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des micro-expressions? Ce sont des expressions fugaces qui traversent le visage de quelqu'un en une fraction de seconde et qui révèlent souvent des sentiments réels que la personne essaie de dissimuler.
Apprendre à repérer ces micro-expressions demande de la pratique, mais cela peut fournir des insights inestimables. Un éclat rapide de mépris au cours d'une conversation agréable pourrait indiquer des problèmes sous-jacents, tandis qu'une brève expression de peur en réponse à un commentaire apparemment innocent pourrait révéler des angoisses cachées. Mais, rappelez-vous, interpréter les indices non-verbaux ne consiste pas à faire des hypothèses ou à sauter aux conclusions. Il faut garder une approche ouverte et nuancée, en prenant en compte le contexte et en observant les réactions de manière attentive et respectueuse. Il s'agit de recueillir des informations et de les utiliser pour orienter vos interactions. Si vous remarquez que le langage corporel de quelqu'un semble fermé, par exemple, vous pourriez ajuster votre approche pour l'aider à se sentir plus à l'aise. Développer vos compétences d'observation active est essentiel pour comprendre les autres. Cela signifie non seulement recevoir passivement des informations, mais aussi chercher activement des motifs et des significations dans les interactions sociales. Lorsque vous êtes dans un groupe, essayez de remarquer la dynamique en jeu, qui semble diriger la conversation, qui paraît mal à l'aise ou exclu, quelles sont les règles tacites qui semblent gouverner l'échange. Améliorer votre conscience situationnelle joue également un rôle crucial. Cela signifie être attentif au contexte plus large de l'interaction. Quel est le cadre? Que s'est-il passé juste avant ce moment? Quels facteurs externes peuvent influencer le comportement des gens? En prenant en compte ces éléments, vous pourrez acquérir une compréhension plus nuancée des situations sociales. Passons maintenant à quelques exercices pratiques pour développer ces compétences. Une pratique puissante est ce que j'appelle les séances d'empathie. Il s'agit de conversations où votre objectif principal est d'écouter et de comprendre l'autre personne. Essayez de mettre de côté vos propres opinions et réactions et concentrez-vous entièrement sur la tentative de voir le monde de leur point de vue. Posez des questions ouvertes qui les encouragent à partager davantage et pratiquez la validation de leurs émotions sans jugement. Un autre exercice utile consiste à tenir un journal des signaux non-verbaux tout au long de la journée. Notez le langage corporel et les expressions faciales que vous observez chez les autres. Que pensez-vous que ces signaux puissent communiquer? Avec le temps, vous commencerez à repérer des motifs et à améliorer votre capacité à interpréter ces signaux silencieux. Les scénarios de jeux de rôle peuvent également être très bénéfiques. Trouvez un ami ou un membre de la famille, prêt à pratiquer avec vous. Alternez pour jouer différentes émotions ou situations sociales. Essayez d'interpréter les signaux non-verbaux et les états émotionnels de l'autre. Ce genre de pratique vous aidera à vous sentir plus à l'aise pour lire et répondre aux indices sociaux dans des situations réelles. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage pour comprendre les autres, il est important d'avoir des attentes réalistes. Un bon premier résultat pourrait être une meilleure capacité à reconnaître les émotions de base chez les autres. Vous pourriez vous surprendre à remarquer qu'un ami semble triste ou anxieux, même s'il ne l'a pas explicitement dit. Un excellent résultat serait l'interprétation habile des signaux sociaux subtils. À ce niveau, vous repérez des états émotionnels nuancés et vous y répondez de manière appropriée. Vous pourriez remarquer une légère tension dans la voix d'un collègue qui indique du stress ou un léger changement de posture qui suggère que quelqu'un devient mal à l'aise avec un sujet. Le meilleur résultat possible est la capacité de former des connexions profondes et empathiques et d'anticiper les besoins des autres. À ce niveau, vous ne lisez pas seulement les émotions. Vous comprenez le réseau complexe de pensées, de sentiments et d'expériences qui motivent le comportement. Vous êtes capable de vous connecter avec les autres à un niveau profond, en offrant un soutien et une compréhension qui résonnent véritablement. Bien sûr, développer ces compétences n'est pas sans défi. L'un des problèmes courants est l'interprétation erronée des signaux non-verbaux. Il est important de se rappeler que le langage corporel et les expressions faciales peuvent être ambigus. Ce qui ressemble à de la colère pourrait en réalité être de la concentration, ce qui semble être du désintérêt pourrait être de la fatigue. La solution ici est double. D'abord, continuez à pratiquer vos compétences d'observation. Plus vous observez, plus vos interprétations deviendront précises. Ensuite, n'ayez pas peur de chercher des éclaircissements. Vous pouvez toujours poser des questions ouvertes pour vérifier votre compréhension. Tu sembles contrarié, tout va bien, cela vous aide non seulement à confirmer votre interprétation, mais aussi à montrer à l'autre personne que vous prêtez attention à ses sentiments
et que vous vous souciez d'elle. Un autre piège potentiel est la surcharge émotionnelle. Lorsque vous commencez à vous connecter plus profondément avec les émotions des autres, il peut parfois sembler que vous absorbez leur douleur ou leur stress. Il est important d'établir des limites émotionnelles et de pratiquer l'auto-soin. Rappelez-vous que l'empathie ne consiste pas à absorber les émotions des autres, mais à les comprendre et les soutenir, tout en maintenant votre propre équilibre émotionnel. Enfin, méfiez-vous de l'analyse excessive des interactions sociales. Bien qu'il soit précieux d'être observateur, vous ne voulez pas vous concentrer tellement sur chaque petit indice que vous perdez le flot naturel de l'interaction. Visez un équilibre entre observation et engagement naturel. Utilisez vos perceptions pour éclairer vos interactions, pas pour les scruter excessivement. En concluant ce chapitre, je veux que vous vous souveniez que comprendre les autres est un voyage continu. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous enseigner sur la vaste gamme de l'expérience humaine. En développant vos compétences en empathie et en observation, vous ne faites pas que améliorer vos interactions sociales. Vous élargissez votre compréhension de ce que signifie être humain. Vous avez franchi les premières étapes pour voir le monde à travers les yeux des autres. Vous avez appris à prendre du recul, à ressentir les émotions des autres et à lire le langage silencieux des indices non-verbaux. Vous avez exploré des exercices pratiques pour affiner vos compétences en empathie et en observation. Mais ce n'est que le début. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment prendre cette compréhension et l'utiliser pour créer des connexions puissantes. Comment pouvons-nous tirer parti de nos nouvelles connaissances pour établir un rapport rapidement et sans effort? Quel est le secret pour faire en sorte que les autres se sentent véritablement vus et valorisés? Les réponses pourraient vous surprendre. Et elles sont plus proches que vous ne le pensez. Êtes-vous prêt à découvrir l'art de la connexion authentique? Le voyage continue et un monde de relations plus profondes et plus significatives vous attend. Chapitre 5. Créer du rapport. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion instantanée, comme si vous vous connaissiez depuis des années, bien que vous veniez juste de vous rencontrer? Il y a une sorte de magie dans ces moments. Une étincelle qui déclenche une amitié potentielle ou une relation de travail productive. Mais si je vous disais que cette magie n'est pas aussi mystérieuse qu'elle en a l'air? Et si vous pouviez apprendre à créer cette étincelle, cette connexion instantanée, avec presque n'importe qui que vous rencontrez? C'est l'art de créer du rapport, et c'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Mais avant de plonger dedans, réfléchissons à pourquoi cette compétence est si cruciale pour maîtriser l'intelligence émotionnelle et les compétences sociales. Imaginez essayer de tenir une conversation significative avec quelqu'un, tout en étant à des côtés opposés d'un large ravin. Vous pourriez être capable de crier, mais les nuances de vos mots seraient perdues, la subtilité de vos expressions. 4O mini. Construire du rapport, c'est comme ériger un pont au-dessus de ce ravin. Cela permet une communication claire et efficace, facilitant l'échange d'idées et d'émotions entre les personnes. Mais le rapport va au-delà de la simple facilitation, de la communication. C'est le fondement sur lequel la confiance se construit. Lorsque vous avez du rapport avec quelqu'un, il est plus probable qu'il s'ouvre à vous, qu'il partage ses pensées et ses émotions honnêtement. Cette confiance est le lubrifiant qui rend toutes les interactions sociales plus fluides, que vous essayez de conclure un contrat commercial, de résoudre un conflit avec un ami, ou simplement de profiter d'une conversation agréable avec une nouvelle connaissance. De plus, la capacité de créer du rapport rapidement et efficacement peut améliorer considérablement vos relations personnelles et professionnelles. Dans votre vie personnelle, cela peut vous aider à nouer des amitiés plus profondes, à naviguer dans des situations sociales avec aisance et même à améliorer vos relations amoureuses. Sur le plan professionnel, cela peut faire de vous un leader plus efficace, un meilleur membre d'équipe et un communicateur plus persuasif. Alors, comment construire ce pont magique du rapport? Cela commence par l'authenticité. Dans un monde où l'on nous encourage souvent à présenter une version parfaite et polie de nous-mêmes, la véritable authenticité peut être une bouffée d'air frais. Lorsque vous êtes sincère et authentique dans vos interactions, les gens le ressentent. Cela les met en confiance pour être eux-mêmes en retour, créant ainsi une base de confiance.
Être authentique ne signifie pas tout partager ou ignorer les normes sociales, mais simplement être fidèle à vous-même et à vos valeurs dans vos interactions. Cela signifie laisser transparaître votre véritable personnalité, plutôt que d'adopter un masque que vous pensez que les autres attendent de vous. Une manière puissante de favoriser l'authenticité est de partager des expériences personnelles appropriées. Lorsque vous ouvrez votre vie, cela invite les autres à faire de même. Le mot-clé ici est approprié. Vous devez partager suffisamment pour créer une connexion, mais pas trop pour ne pas submerger l'autre personne ou la rendre inconfortable. Autre aspect crucial pour établir le rapport est de trouver un terrain d'entente. Les humains sont naturellement attirés par ceux qui nous ressemblent. Lorsque nous découvrons des intérêts ou des expériences communes, cela crée immédiatement un sentiment de connexion. Cela ne signifie pas que vous devez tout avoir en commun avec quelqu'un pour créer du rapport. Même de petites similitudes peuvent être des points de connexion puissants. L'astuce est d'être véritablement curieux à propos de l'autre personne et d'écouter activement à la recherche de points communes. Peut-être avez-vous grandi dans la même région du pays? Partagez-vous un amour pour le même sport? Ou avez-vous récemment commencé un nouveau hobby? Lorsque vous trouvez ces points de connexion, n'hésitez pas à les explorer davantage. Ils peuvent devenir le socle sur lequel vous bâtissez une relation plus solide. Explorons maintenant une technique fascinante qui peut grandement améliorer votre capacité à établir du rapport. Le mirroring. Ce concept provient du domaine de la psychologie sociale et repose sur l'observation selon laquelle nous avons tendance à apprécier et à faire confiance aux personnes qui nous ressemblent. Le mirroring consiste à imiter subtilement certains aspects du comportement de l'autre pour créer un sentiment de familiarité et de confort. Le mirroring verbal est un aspect de cette technique. Cela consiste à refléter le langage, le rythme et le ton de la personne avec laquelle vous parlez. Si elle parle lentement et de manière réfléchie, vous pouvez ajuster votre propre manière de parler pour correspondre. Si elle utilise certaines phrases ou expressions fréquemment, vous pouvez les incorporer dans votre discours, tant que cela semble naturel et non forcé. Par exemple, si quelqu'un utilise souvent un langage visuel, disant des choses comme « je vois ce que tu veux dire » ou « ça a l'air bien pour moi », vous pourriez répondre avec des phrases comme « laisse-moi te peindre une image » ou « peux-tu imaginer comment cela pourrait fonctionner ?» Cela crée une impression d'être sur la même longueur d'onde, ce qui améliore la compréhension et la connexion. Le mirroring non-verbal est tout aussi important. Il s'agit d'aligner votre langage corporel et vos gestes avec ceux de l'autre. Si la personne se penche en avant pendant qu'elle parle, vous pouvez faire de même. Si elle utilise des gestes expressifs des mains, vous pouvez devenir un peu plus animé dans vos propres gestes. L'important est que ce soit subtil. Vous cherchez l'harmonie, pas la mimique. Il est crucial de noter que le mirroring doit toujours être fait dans le respect de l'espace personnel et des normes culturelles. Il est donc important d'être conscient de ces différences culturelles et d'ajuster son approche en conséquence. Bien que le mirroring soit un outil puissant pour établir du rapport, il ne constitue pas l'ensemble de l'histoire. L'écoute active est une autre compétence essentielle qui peut améliorer considérablement votre capacité à vous connecter avec les autres. L'écoute active va au-delà de simplement entendre les mots de la personne. Il s'agit de vous engager pleinement avec l'interlocuteur en montrant que vous ne faites pas que l'écouter, mais que vous comprenez et appréciez ce qu'il dit. Un aspect clé de l'écoute active est de démontrer de l'attention. Cela inclut maintenir un contact visuel approprié, qui peut varier en fonction des normes culturelles, hocher la tête pour montrer que vous comprenez, et utiliser des indices verbaux comme « ou « je vois » pour indiquer que vous êtes impliqué. Ces petits signaux peuvent faire une grande différence dans la manière dont la personne se sent entendue et comprise. Une autre technique puissante d'écoute active est l'utilisation de réponses réfléchies. Cela consiste à reformuler ce que l'autre personne a dit pour confirmer votre compréhension. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « ce que je comprends, c'est que » ou « si je comprends bien, tu dis que ». Cela montre non seulement que vous écoutez attentivement, mais cela donne aussi à l'interlocuteur l'opportunité de clarifier si vous avez mal compris quelque chose. Poser des questions de clarification est également un excellent moyen d'approfondir la conversation
et de montrer votre véritable intérêt. Il s'agit de poser des questions ouvertes qui encouragent l'interlocuteur à développer ses pensées Et ses émotions. Par exemple, au lieu de demander « Est-ce que cela t'a rendu en colère ?», vous pourriez demander « Comment cette situation t'a-t-elle fait sentir ?» Maintenant que nous avons exploré ces techniques, voyons quelques exercices pratiques pour développer vos compétences en création de rapports. Une pratique efficace est le jeu de rôle de mirroring. Trouvez un ami ou un membre de la famille qui est prêt à vous aider à pratiquer. Prenez chacun votre tour pour mener une conversation, pendant que l'autre personne essaie de refléter vos indices verbaux et non verbaux, puis inverser les rôles. Cela peut vous aider à prendre conscience de ces aspects subtils de la communication et à devenir plus à l'aise avec l'adaptation de votre propre style. Les exercices d'écoute active peuvent également être très utiles. Essayez de mener des conversations où votre seul objectif est d'écouter. Résistez à l'envie d'interrompre avec vos propres histoires ou opinions. Concentrez-vous plutôt sur la compréhension totale du point de vue de l'autre. Pratiquez l'utilisation de réponses réfléchies et posez des questions de clarification. Un autre exercice utile s'appelle la découverte du terrain commun. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, lancez-vous le défi de trouver au moins 3 points communs dans les premières minutes de conversation. Cela vous aidera à développer l'habitude de chercher des points de connexion et à poser les bonnes questions pour découvrir des intérêts ou des expériences partagées. En développant ces compétences, il est important d'avoir des attentes réalistes concernant les résultats. Un bon résultat initial pourrait être la capacité d'établir des interactions confortables avec les autres. Vous constaterez que les conversations couleront plus facilement et que vous vous sentirez plus à l'aise dans les situations sociales. Un excellent résultat serait la capacité de construire rapidement la confiance et le rapport dans diverses situations. Vous remarquerez que les gens s'ouvrent plus facilement à vous et vous pourrez établir plus aisément des relations professionnelles ou amicales productives. Le meilleur résultat possible est la capacité de créer des connexions durables menant à des relations significatives. À ce niveau, vous ne vous contentez pas de faire des échanges superficiels ou d'avoir des interactions agréables. Vous créez des connexions profondes et authentiques qui enrichissent votre vie et celle des personnes autour de vous. Bien sûr, comme pour toute compétence, des pièges peuvent se présenter en cours de route. Un problème courant est de donner l'impression d'être insincère ou manipulateur lorsqu'on tente d'établir du rapport. Cela se produit souvent lorsque les gens essaient de forcer des connexions ou d'exagérer les techniques de mirroring. La solution consiste à toujours veiller à ce que vos interactions soient ancrées dans l'authenticité. Utilisez ces techniques comme des outils pour améliorer votre style de communication naturel et non pour créer une fausse personnalité. Un autre problème potentiel est le décalage avec le style de communication de l'autre. Vous pourriez essayer de refléter un discours énergique et rapide, alors que la personne est dans un état d'esprit plus réfléchi. La clé ici est d'être attentif aux signaux de l'autre et d'être prêt à ajuster votre approche. N'oubliez pas que l'objectif du rapport est de créer du confort et de la connexion, alors soyez flexible dans votre approche. Enfin, il se peut que vous rencontriez des difficultés à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Dans ces situations, la meilleure approche est de venir préparer avec des questions ouvertes et de montrer une curiosité sincère pour les expériences et les perspectives de l'autre. Même si vous ne partagez pas beaucoup d'intérêts communs, vous pouvez toujours vous connecter sur des expériences et émotions humaines partagées. À mesure que nous concluons ce chapitre, je veux que vous vous souveniez que l'établissement du rapport est à la fois un art et une science. Cela demande de la pratique, de la patience et un intérêt sincère pour les autres, mais avec le temps et des efforts, vous pouvez développer la capacité de créer des connexions significatives avec presque n'importe qui que vous rencontrez. Vous avez appris le pouvoir de l'authenticité, la technique du mirroring et l'importance de l'écoute active. Vous avez exploré des exercices pratiques pour améliorer vos compétences en matière d'établissement de rapports, mais ce n'est que le début de votre parcours pour maîtriser les interactions sociales. Dans le prochain chapitre, nous explorerons une compétence cruciale qui peut faire ou défaire des relations, influencer les trajectoires de carrière et déterminer le cours des négociations importantes. C'est une compétence que beaucoup de gens redoutent, mais une fois maîtrisée, elle peut devenir l'un des outils les plus puissants de votre arsenal social. Êtes-vous prêt à relever ce défi et à en sortir plus fort?
Le chemin à suivre pourrait vous surprendre, mais je vous promets que c'est un voyage qui en vaut la peine. Chapitre 6. Gérer les conflits. Imaginez un monde où chaque interaction se déroule harmonieusement, où les désaccords se dissolvent, en compréhension mutuelle et où les tensions s'évaporent aussi vite qu'elles se forment. Cela semble idyllique, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Un tel monde n'existe pas. Le conflit est une partie inévitable de l'interaction humaine. Ce n'est pas une question de savoir si vous allez rencontrer des conflits, mais quand et comment vous allez les gérer. Avant de vous sentir découragé, laissez-moi vous rassurer. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, c'est tout le contraire. La capacité à naviguer habilement dans les conflits est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir dans votre arsenal social et émotionnel. C'est une compétence qui peut transformer vos relations, améliorer vos perspectives de carrière et améliorer considérablement votre qualité de vie. Mais que signifie réellement gérer un conflit? Il ne s'agit pas d'éviter les désaccords ou d'obtenir toujours ce que vous voulez. Il s'agit de quelque chose de bien plus précieux, la capacité à naviguer dans les désaccords avec grâce tout en préservant, voire en renforçant, les relations. Il s'agit de transformer des champs de bataille potentiels en opportunités de croissance et de compréhension. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans un désaccord houleux. Comment vous êtes-vous senti? Il y a de fortes chances que votre rythme cardiaque ait augmenté, que vos muscles se soient tendus et que vous ayez ressenti un flot d'émotions, peut-être de la colère, de la frustration ou de l'anxiété. Cette réponse physiologique est ancrée en nous, un vestige de notre passé évolutionnaire, lorsque les conflits pouvaient être une question de survie. Mais dans notre monde moderne, la plupart des conflits ne portent pas sur la survie physique, mais sur des idées, des préférences et des valeurs. Le problème, c'est que nos corps et nos cerveaux réagissent encore comme s'il s'agissait d'une menace physique. C'est pourquoi les conflits peuvent sembler si intenses, et pourquoi ils s'escaladent souvent rapidement s'ils ne sont pas gérés correctement. Alors, pourquoi la maîtrise de l'art de gérer les conflits est-elle si cruciale pour l'intelligence émotionnelle et les compétences sociales? Tout d'abord, la gestion efficace des conflits est essentielle pour maintenir des relations saines. Réfléchissez-y. Même les relations les plus solides rencontrent des désaccords. Ce n'est pas la présence de conflits qui détermine la santé d'une relation, mais la façon dont ces conflits sont gérés. Lorsque vous êtes capable de naviguer habilement dans les conflits, vous pouvez aborder les problèmes sans endommager la relation sous-jacente. Cela ne préserve pas seulement les connexions, mais les renforce souvent. Résoudre avec succès un désaccord peut augmenter le respect mutuel et la compréhension, renforçant ainsi le lien entre les personnes. 2. Apprendre à gérer les conflits de manière efficace peut réduire considérablement le stress dans votre vie. Les disputes non résolues sont comme des poids émotionnels que nous portons. Elles drainent notre énergie, occupent nos pensées et peuvent même affecter notre santé physique. En développant les compétences nécessaires pour aborder et résoudre les conflits, vous apprenez essentiellement à poser ces poids, vous libérant du fardeau de la tension et du ressentiment continu. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Maîtriser la résolution des conflits améliore vos compétences en résolution de problèmes et en négociation. Ce sont des capacités inestimables, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Que vous soyez en train de négocier un compromis avec un conjoint, de conclure un accord commercial ou de trouver une solution à un désaccord d'équipe au travail, ces compétences vous seront d'une grande utilité. Comment développer cette compétence cruciale? Cela commence par aborder les désaccords de manière constructive. Cela signifie changer votre état d'esprit, passant de l'idée de gagner l'argument à celle de trouver une solution qui convienne à toutes les parties impliquées. Il s'agit de voir le conflit, non pas comme une bataille à gagner, mais comme un problème à résoudre de manière collaborative. Un aspect clé de cette approche est de rester neutre. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, mais plutôt garder vos émotions sous contrôle pendant les conflits. Rappelez-vous ces réponses physiologiques dont nous avons parlé plus tôt. L'idée est de reconnaître quand elles se produisent et de travailler consciemment à vous calmer. Prenez de profondes respirations. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de vie ou de mort, et concentrez-vous sur la question en elle-même plutôt que sur votre réaction émotionnelle.
Un autre aspect crucial de la résolution constructive des conflits est de se concentrer sur les problèmes et non sur les personnalités. Il est facile de tomber dans le piège de rendre le conflit personnel, d'attaquer le caractère de l'autre personne plutôt que de traiter le comportement spécifique ou la situation qui pose problème. Mais cette approche entraîne presque toujours une escalade des conflits et endommage les relations. Au lieu de cela, essayez de séparer la personne du problème en abordant des comportements ou des événements spécifiques, plutôt que de faire des déclarations générales sur le caractère de la personne. Par exemple, au lieu de dire « tu » est toujours aussi inconsidéré, vous pourriez dire « Quand tu es arrivé avec 1 heure de retard sans prévenir, je me suis senti frustré et irrespecté. » Cela nous amène à l'un des outils les plus puissants de la résolution de conflits, l'utilisation des déclarations en « je ». Cette technique consiste à exprimer vos sentiments et vos besoins sans accuser ni attaquer l'autre personne. C'est une manière de communiquer de manière claire et respectueuse, même en plein désaccord. La structure de base d'une déclaration en « je » est la suivante. Je me sens émotion quand situation spécifique, car raison. J'ai besoin que ce dont vous avez besoin. Par exemple, je me sens anxieux lorsque des délais sont manqués, car cela affecte le travail de toute l'équipe. J'ai besoin que nous trouvions un moyen de respecter nos engagements. L'utilisation des déclarations en « je » accomplit plusieurs choses. D'abord, elle exprime clairement vos sentiments et vos besoins, ce qui aide l'autre personne à comprendre votre point de vue. Ensuite, elle évite de déclencher une réaction défensive chez l'autre, car vous ne l'accusez pas. Enfin, elle permet de rester concentré sur la recherche de solutions, plutôt que d'attribuer des torts. Mais une communication efficace lors d'un conflit ne se résume pas à la manière dont vous vous exprimez. Il est tout aussi important d'écouter, vraiment d'écouter l'autre personne. Cela signifie lui permettre de s'exprimer pleinement sans interruption et faire un effort sincère pour comprendre son point de vue, même si vous êtes en désaccord. Une technique puissante pour cela est l'écoute réfléchie, qui consiste à reformuler ce que l'autre personne a dit pour vous assurer d'avoir bien compris. Par exemple, vous pourriez dire « Donc, ce que j'entends, c'est que tu te sens dépassé par ta charge de travail et que tu as besoin de plus de soutien, est-ce bien ça ?» Cela aide non seulement à clarifier leur position, mais montre également que vous faites un véritable effort pour comprendre. Lorsqu'il s'agit de résoudre des conflits, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez adopter. L'une consiste à se concentrer sur la recherche de solutions communes. Cela implique de collaborer avec l'autre personne pour identifier des résultats acceptables pour les deux parties. Ce n'est pas une question de gagner ou perdre, mais de trouver une voie qui réponde aux besoins et préoccupations fondamentaux de tous les concernés. Cela nécessite souvent une volonté de compromis. Le compromis ne signifie pas renoncer à ce qui est important pour vous, mais plutôt de hiérarchiser ce qui est véritablement essentiel et être flexible sur les points moins cruciaux. Il s'agit de trouver des solutions créatives qui satisfont les besoins les plus importants de tous. Cependant, il peut arriver que dans certaines situations, une résolution complète ne soit pas possible. Dans ces cas, la capacité à accepter de ne pas être d'accord devient essentielle. Cela implique de reconnaître et de respecter les différences d'opinion tout en maintenant la relation. Il s'agit de comprendre qu'il est possible d'avoir des vues ou des préférences différentes sans que cela menace la connexion ou le respect sous-jacent entre les personnes. Comme pour toute compétence, la gestion efficace des conflits demande de la pratique. Un excellent moyen de développer ces compétences est de faire des jeux de rôle sur les conflits. Trouvez un ami ou un membre de la famille prêt à vous aider et entraînez-vous à résoudre des désaccords hypothétiques. Prenez chacun à votre tour les rôles de l'autre et essayez différentes techniques que nous avons abordées. Cela vous permettra d'expérimenter différentes approches dans un environnement à faibles enjeux. Un autre exercice utile consiste à évaluer votre propre style de communication lors des conflits. Êtes-vous généralement agressif, passif ou assertif? Tendez-vous à éviter les conflits? Comprendre votre approche par défaut peut vous aider à identifier des domaines à améliorer et à choisir consciemment des stratégies plus efficaces. Pratiquer l'écoute active, spécifiquement dans le cadre des conflits, peut également être extrêmement utile. Essayez d'avoir des conversations où votre seul objectif est de comprendre le point de vue de l'autre personne, même si vous êtes en désaccord.
Résistez à l'envie d'interrompre ou de défendre votre position. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'écouter véritablement et d'accepter leur perspective. À mesure que vous travaillez à développer ces compétences, il est important d'avoir des attentes réalistes concernant les résultats. Un bon résultat initial pourrait être la capacité de rester calme lors de conflits mineurs. Vous constaterez que vous êtes capable de garder votre calme même lorsque des désaccords surgissent, évitant ainsi les réactions émotionnelles, impulsives, qui ont tendance à aggraver les situations. Un excellent résultat serait la capacité de résoudre efficacement les conflits tout en préservant les relations. Vous remarquerez que vous pouvez travailler à travers les désaccords de manière constructive, trouvant des solutions qui satisfont toutes les parties sans nuire à la connexion sous-jacente. Le meilleur résultat possible est de transformer les conflits en opportunités pour renforcer les relations et favoriser la compréhension mutuelle. À ce niveau, vous ne vous contentez pas de résoudre des désaccords. Vous utilisez les conflits comme des occasions de renforcer l'empathie, d'améliorer la communication et de créer des liens plus solides et plus résilients. Bien sûr, comme pour toute compétence, des défis peuvent se présenter en cours de route. Un problème fréquent est de devenir défensif ou émotionnel pendant les conflits. Dans ce cas, il est important de se rappeler les techniques de régulation émotionnelle que nous avons abordées dans les chapitres précédents. Prenez une grande inspiration. Rappelez-vous que votre objectif est de résoudre le problème et non de gagner, et essayez d'adopter un état d'esprit calme axé sur la résolution. Un autre piège potentiel est d'escalader involontairement le conflit, ce qui peut se produire si nous réagissons impulsivement ou utilisons un langage inflammatoire. Si vous remarquez cela, n'hésitez pas à faire une pause. Il est tout à fait acceptable de dire quelque chose comme « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un moment pour nous calmer. Pouvons-nous faire une courte pause et revenir à cette discussion dans 10 minutes ?» Cela permet de prendre un peu de temps pour retrouver du recul et aborder la situation de manière plus constructive. Enfin, certaines personnes ont tendance à éviter complètement les conflits. Bien que cela puisse sembler être un moyen de maintenir la paix, cela mène souvent à des problèmes non résolus qui se transforment en rancœur au fil du temps. Si vous vous trouvez dans cette situation, essayez de reformuler votre manière de penser au conflit. Rappelez-vous que traiter les problèmes de manière ouverte et respectueuse est généralement bien plus bénéfique pour les relations à long terme que de les ignorer. Pour conclure ce chapitre, rappelez-vous que le conflit, lorsqu'il est bien géré, peut être une force puissante de changement positif. Il peut mener à une meilleure compréhension, à des solutions améliorées et à des relations renforcées. Les compétences que vous avez apprises ici, rester neutre, utiliser des déclarations en jeu, écouter activement, trouver des solutions communes, sont des outils qui peuvent transformer votre manière de gérer les désaccords dans tous les domaines de votre vie. Vous avez franchi des étapes importantes dans la maîtrise de l'art de gérer les conflits. Vous avez appris des stratégies pour aborder les désaccords de manière constructive, communiquer efficacement pendant les conflits et trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties impliquées. Mais cela ne constitue qu'une pièce du puzzle lorsqu'il s'agit de naviguer dans des interactions sociales complexes. Dans le prochain chapitre, nous explorerons une compétence qui peut élever vos interactions sociales de bonnes à exceptionnelles. Il s'agit d'une capacité qui peut faire de vous la personne que tout le monde veut avoir en conversation, celle qui guide les échanges avec aisance et fait en sorte que les autres se sentent véritablement entendus et valorisés. Êtes-vous prêt à découvrir le secret pour devenir un maître du dialogue? Le voyage continue et le meilleur reste à venir. Chapitre 7. Menez les conversations. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation sociale où la conversation semblait se dérouler sans effort, où les idées se succédaient avec fluidité, où les éclats de rire jaillissaient spontanément et où le temps passait en un clin d'œil? Ces moments magiques de connexion ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent souvent du fait qu'une personne guide habilement l'interaction, créant un environnement où chacun se sent engagé, valorisé et désireux de contribuer. Ce chapitre est dédié à découvrir les secrets pour devenir cette personne, celle qui transforme toute interaction sociale banale en un moment mémorable. Mais il ne s'agit pas simplement d'être l'âme de la fête ou la personne la plus populaire de la pièce. Mener une conversation, c'est bien plus profond et puissant que cela.
Pensez à la dernière fois où vous avez été véritablement captivé par une conversation. Qu'est-ce qui la rendait si engageante? Était-ce le sujet en soi, ou la manière dont la discussion s'est déroulée? Plus souvent qu'autrement, c'est la seconde option. L'art de mener une conversation consiste à créer une expérience qui attire les gens, les fait se sentir écoutés et compris, et les laisse enrichis par l'échange. Mais pourquoi cette compétence est-elle si cruciale pour maîtriser l'intelligence émotionnelle et les compétences sociales? Tout d'abord, la capacité à mener des conversations renforce votre influence sociale. Lorsque vous êtes capable de guider efficacement les discussions, vous devenez un point de focalisation dans les environnements sociaux et professionnels. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent créer des interactions intéressantes et significatives. De plus, maîtriser cette compétence rend vos interactions plus gratifiantes, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Lorsque vous pouvez orienter les conversations dans des directions intéressantes, poser des questions qui suscitent la réflexion et faire ressortir le meilleur des autres, vous constaterez que vos expériences sociales deviennent plus riches et plus épanouissantes. Enfin, la capacité à mener des conversations est un outil puissant pour atteindre vos objectifs de communication personnelle et professionnelle. Que vous soyez en train de réseauter lors d'un événement professionnel, de créer des liens avec un client potentiel ou simplement d'approfondir vos relations personnelles, la compétence de guider les conversations peut vous aider à obtenir les résultats que vous désirez. Alors, comment développer cette compétence cruciale? Cela commence par comprendre que chaque conversation a un objectif, même si cet objectif est simplement de se connecter et de profiter de la compagnie des autres. Fixer des objectifs de conversation ne signifie pas avoir un agenda rigide pour chaque interaction, mais plutôt avoir une idée générale de ce que vous aimeriez accomplir ou vivre pendant l'échange. Par exemple, si vous êtes à un événement de réseautage, votre objectif pourrait être de découvrir le travail des autres et d'identifier des domaines potentiels de collaboration. Dans un cadre social avec des amis, votre but pourrait être de vous assurer que tout le monde se sent inclus et passe un bon moment. En ayant une intention claire, vous pouvez subtilement orienter la discussion de manière à correspondre à ces objectifs. Un aspect clé pour guider les interactions sociales est la maîtrise de l'art des transitions fluides. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation qui semblait passer d'un sujet à un autre sans transition, créant un sentiment de déconnexion ou de gêne? Les bons conversationnalistes savent comment passer d'un sujet à un autre en douceur, maintenant ainsi une fluidité naturelle tout au long de l'échange. Cela ne signifie pas forcer des liens là où il n'y en a pas, mais plutôt être attentif à l'évolution naturelle de la conversation et saisir les occasions d'introduire de nouveaux sujets ou d'explorer différents angles. Cela pourrait consister à revenir sur un détail mentionné plus tôt dans la conversation, ou à trouver un lien intéressant entre deux sujets apparemment sans rapport. Par exemple, si quelqu'un mentionne qu'il a récemment commencé à peindre comme loisir, vous pourriez orienter la discussion sur l'importance des activités créatives dans nos vies bien remplies, ou bien passer à parler des musées ou des expositions d'art préférées. L'essentiel est de rendre ces transitions organiques et naturelles, sans qu'elles paraissent forcées ou abruptes. Maintenant, parlons d'un des outils les plus puissants de l'arsenal d'un conversationnaliste, les questions ouvertes. Ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre par un simple oui ou non. Elles invitent l'autre personne à partager plus profondément, l'encourageant à exprimer ses pensées, ses émotions et ses expériences. Par exemple, au lieu de demander « As-tu aimé tes vacances ?», vous pourriez demander « Quel a été le moment le plus mémorable de ton voyage ?» Cela non seulement suscite une réponse plus détaillée, mais vous fournit aussi plus de matière pour des questions de suivi et des discussions supplémentaires. Les questions ouvertes sont également excellentes pour stimuler des dialogues réfléchis. Elles peuvent amener les gens à réfléchir plus profondément sur un sujet ou à considérer de nouvelles perspectives. Par exemple, quels sont selon toi les plus grands défis auxquels notre industrie fait face actuellement? Génère probablement une discussion plus engageante que « Notre industrie rencontre-t-elle des défis ?» Une autre technique puissante pour mener des conversations est l'utilisation judicieuse de l'humour. L'humour, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, peut être un outil fantastique pour créer du lien et instaurer une atmosphère positive. Il peut alléger l'ambiance lors de situations tendues, briser la glace dans de nouveaux environnements
sociaux, et rendre les conversations plus agréables pour tout le monde. Toutefois, il est important d'utiliser l'humour avec discernement. Ce qui est drôle dans un contexte peut être offensant dans un autre, donc il est essentiel de rester sensible à votre public et à la situation. L'humour autodérisoire peut être particulièrement efficace, car il montre de l'humilité et permet aux autres de se sentir plus à l'aise. Cependant, attention à ne pas en faire trop. L'objectif est d'apparaître confiant et abordable, et non pas insécure. Enfin, l'un des aspects les plus importants pour mener une conversation est de faire en sorte que les autres se sentent valorisés. Cela va bien au-delà de la simple politesse ou de la gentillesse. Il s'agit de créer un environnement où les gens se sentent véritablement vus, entendus et appréciés. L'une des façons de faire cela est de valider les contributions des autres à la conversation. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout ce que quelqu'un dit, mais plutôt reconnaître la valeur de ce qu'ils apportent. Cela pourrait être aussi simple que de dire « c'est une perspective intéressante » ou « je n'y avais pas pensé de cette manière auparavant ». Encourager les autres est une autre manière puissante de les faire se sentir valorisés dans les conversations. Cela consiste à offrir des compliments et des encouragements sincères. Le mot-clé ici est « sincère ». La flatterie insincère est souvent facile à repérer et peut avoir l'effet inverse. Cherchez plutôt des moyens authentiques d'apprécier les autres, que ce soit en complimentant une idée originale qu'ils ont partagée, en reconnaissant leur expertise sur un sujet, ou en exprimant votre appréciation pour leur sens de l'humour. Encourager la participation et l'échange est aussi essentiel dans les conversations de groupe. Il y a souvent une tendance pour quelques personnes à dominer, tandis que d'autres restent silencieuses. Un bon conversationnaliste sait comment faire participer les personnes plus réservées et s'assurer que chacun ait une chance de contribuer. Cela peut consister à demander directement l'avis de quelqu'un ou à trouver des moyens de relier le sujet à ses intérêts ou expériences. Voyons maintenant quelques exercices pratiques pour développer ces compétences. Une technique puissante est la cartographie de conversation. Cela consiste à planifier les sujets potentiels et les résultats souhaités pour des conversations importantes. Cela ne signifie pas rédiger chaque mot à l'avance, mais avoir un plan général des points que vous aimeriez aborder et des directions possibles pour la discussion. Par exemple, si vous rencontrez un nouveau collègue pour un café, vous pourriez planifier des sujets comme leur parcours, leur rôle dans l'entreprise, des intérêts professionnels communs et des domaines de collaboration potentiels. Avoir cette carte mentale vous aide à guider la conversation naturellement, tout en vous assurant que vous abordez les points importants. Un autre exercice utile est la création de questions. Prenez un peu de temps pour développer une liste de questions ouvertes pour diverses situations. Ces questions peuvent être générales et fonctionner dans de nombreux contextes, comme « Quel est le projet le plus excitant sur lequel vous travaillez en ce moment ?» ou plus spécifique, adapté à des contextes ou sujets particuliers. Pratiquer les transitions est également crucial. Vous pouvez le faire à travers des exercices de jeu de rôle avec des amis ou même seul. Prenez deux sujets, apparemment sans rapport, et exercez-vous à trouver des moyens naturels de passer de l'un à l'autre. Plus vous vous entraînez, plus ces transitions deviendront naturelles et fluides dans les conversations réelles. Lorsque vous travaillez sur le développement de ces compétences, il est important de maintenir des attentes réalistes sur les résultats. Un bon premier résultat pourrait être une confiance accrue dans l'initiation des conversations. Vous vous sentirez plus à l'aise pour démarrer des discussions et moins anxieux dans les situations sociales. Un excellent résultat serait la capacité de mener des discussions captivantes que les autres apprécieront réellement. Vous remarquerez que les gens viendront vers vous dans des cadres sociaux, impatients de parler avec vous, sachant que la conversation sera intéressante et enrichissante. Le meilleur résultat possible est la maîtrise de l'influence des conversations, de manière à ouvrir des opportunités personnelles et professionnelles. À ce niveau, vous ne vous contentez pas de mener des échanges agréables. Vous utilisez vos compétences conversationnelles pour construire des relations significatives, faire avancer votre carrière et atteindre vos objectifs. Bien sûr, comme, pour toute compétence, des défis peuvent se présenter en cours de route. Un problème fréquent est de dominer involontairement la conversation. Dans votre enthousiasme à mener la discussion, vous pourriez vous retrouver à parler trop et à ne pas laisser suffisamment d'espace aux autres pour intervenir.
La solution est de pratiquer l'écoute active et de créer consciemment des occasions pour les autres de parler. Rappelez-vous que mener une conversation, c'est guider l'interaction, pas monopoliser la parole. Un autre piège potentiel est lorsque les sujets tombent à plat ou créent de l'inconfort. Cela peut arriver même avec les meilleures intentions. La clé est de rester attentif aux réactions des autres et d'être prêt à réorienter la conversation, si nécessaire. Si vous remarquez que les gens semblent désengagés ou mal à l'aise, n'ayez pas peur de changer de direction. Vous pourriez dire quelque chose comme « Cela me rappelle, j'avais envie de vous poser une question à propos de… » et introduire un nouveau sujet. Enfin, vous pourriez trouver difficile de faire des transitions fluides entre les sujets au début. C'est une compétence qui prend du temps à maîtriser. Une stratégie utile consiste à préparer des phrases de transition que vous pouvez utiliser dans diverses situations. Des expressions comme « c'est intéressant, cela me rappelle » ou « en parlant de cela » peuvent vous aider à passer d'un sujet à l'autre plus aisément. À mesure que nous concluons ce chapitre, je veux que vous reteniez qu'être un bon conversationnaliste est un parcours, pas une destination. Chaque interaction est une occasion de pratiquer et d'affiner vos compétences. Plus vous vous engagez dans des conversations avec intention et conscience, plus ces techniques deviendront naturelles. Vous avez appris à définir des objectifs de conversation, à faire des transitions en douceur, à poser des questions ouvertes, à utiliser l'humour efficacement et à faire en sorte que les autres se sentent valorisés. Vous avez exploré des exercices pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de conversation, mais cela n'est qu'un aspect du puzzle lorsqu'il s'agit de maîtriser les interactions sociales. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un aspect crucial de la dynamique sociale avec lequel beaucoup de gens luttent. C'est une compétence qui peut considérablement améliorer vos relations, booster votre estime de soi et vous aider à naviguer dans les complexités des interactions humaines avec grâce et confiance. Êtes-vous prêt à découvrir le secret pour maintenir votre intégrité tout en nourrissant vos connexions? Le voyage continue, et ce qui vient ensuite pourrait bien transformer la manière dont vous abordez chaque relation de votre vie. Chapitre 8. Maintenir les frontières, imaginez-vous, debout à la lisière d'un beau jardin. Ce jardin représente votre vie, vos émotions, votre énergie. Il est rempli de fleurs vibrantes, de verdure luxuriante et de sentiers paisibles. Maintenant, imaginez ce jardin sans aucune clôture ni frontière. N'importe qui pourrait y entrer, à tout moment, piétinant les délicates fleurs et perturbant la tranquillité. Combien de temps ce jardin resterait-il beau et florissant? Ce chapitre est dédié à l'apprentissage de la construction et du maintien des clôtures autour de votre jardin personnel. Mais ces clôtures ne sont pas des murs rigides et impénétrables. Elles sont plutôt des frontières flexibles et transparentes qui vous permettent de contrôler ce qui entre et ce qui sort. Elles sont la clé pour préserver votre bien-être émotionnel tout en restant pleinement engagé avec le monde qui vous entoure. Mais que signifie exactement avoir des frontières? C'est un terme souvent utilisé mais rarement bien compris. Les frontières sont les lignes invisibles qui définissent où vous finissez et où les autres commencent. Ce sont les limites que vous fixez dans vos relations, au travail et dans la vie, pour protéger votre espace physique et émotionnel. Elles ne consistent pas à exclure les autres, mais à créer un espace sain pour vous au sein de vos relations. Alors, pourquoi cette compétence est-elle cruciale pour maîtriser l'intelligence émotionnelle et les compétences sociales? Avant tout, les frontières sont votre première ligne de défense contre l'épuisement et l'épuisement émotionnel. Dans un monde qui exige souvent toujours plus de notre temps et de notre énergie, savoir dire non et protéger vos ressources est essentiel. Sans frontières claires, vous pourriez vous retrouver constamment vidé, à donner toujours plus que ce que vous pouvez vous permettre. De plus, les frontières sont la fondation du respect dans les relations. Lorsque vous communiquez clairement vos limites et vos attentes et que vous respectez celles des autres, vous créez un environnement de compréhension mutuelle et de considération. Cela mène à des relations plus saines et mieux équilibrées dans tous les aspects de la vie. Peut-être plus important encore, maintenir des frontières saines. Cela renforce votre estime de soi et votre autonomie personnelle. C'est une affirmation que vos besoins et émotions comptent, que vous avez le droit de faire des choix concernant votre vie et la manière dont vous gérez votre énergie. Ce
sentiment de respect de soi rayonne à l'extérieur, influençant la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Alors, comment établir et maintenir ces frontières cruciales? Cela commence par comprendre vos limites personnelles. Il s'agit d'identifier vos non négociables, les choses que vous ne pouvez absolument pas accepter dans votre vie ou vos relations. Cela peut concerner des comportements que vous ne tolérerez pas, des situations dans lesquelles vous ne vous mettrez pas, ou des demandes de temps et d'énergie que vous ne serez pas prêt à satisfaire. Comprendre vos non négociables ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais bien vous connaître suffisamment pour reconnaître ce qui est réellement important pour vous, ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et respecté, et ce qui franchit la ligne pour vous personnellement. Ces non négociables seront différents pour chacun et c'est parfaitement acceptable. L'important est d'être clair sur ce qu'ils sont pour vous. Il est également essentiel de comprendre vos frontières émotionnelles. Cela implique d'être capable de distinguer vos émotions de celles des autres. Il s'agit de reconnaître qu'en dépit de votre capacité à éprouver de l'empathie pour la douleur ou la joie de quelqu'un, leurs émotions ne sont pas de votre responsabilité à résoudre ou à gérer. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais plutôt maintenir une séparation saine entre votre état émotionnel et celui des autres. Une fois vos frontières identifiées, l'étape suivante consiste à apprendre à les communiquer efficacement. C'est là que la communication assertive entre en jeu. L'assertivité est l'art d'exprimer vos besoins, désirs et limites de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni passivité. Lors de la communication de vos frontières, il est important d'utiliser un langage ferme mais poli. Soyez clair et précis sur ce dont vous avez besoin ou ce qui n'est pas acceptable pour vous. Par exemple, au lieu de dire « ne me dérange pas », vous pourriez dire « j'ai besoin de temps sans interruption pour me concentrer sur ce projet entre 14 heures et 16 heures ». Cela énonce clairement votre frontière tout en expliquant la raison qui la sous-tend. L'un des aspects les plus difficiles du maintien des frontières pour beaucoup de personnes est d'apprendre à dire non avec grâce. Dans un monde où l'on associe souvent l'occupation à l'importance, dire non peut sembler être un manque, ou donner l'impression de décevoir les autres. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose, souvent à vos propres besoins ou priorités. Dire non ne doit pas être sévère ou conflictuel. Vous pouvez décliner une demande poliment et même offrir des alternatives lorsque cela est approprié. Par exemple, « Je ne peux pas prendre en charge ce projet maintenant, mais je serai heureux de revoir la version finale si cela peut vous être utile. » Cela permet de maintenir vos frontières tout en offrant un soutien d'une manière qui vous convient. Protéger votre bien-être est au cœur du maintien de frontières saines. Cela implique de prioriser les soins personnels et de gérer vos niveaux d'énergie. Le soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En réservant du temps pour le repos et les activités personnelles, vous vous assurez d'avoir l'énergie et les ressources émotionnelles nécessaires pour vous engager pleinement dans vos relations et responsabilités. Une partie de cela consiste à apprendre à reconnaître les signes de surcharge. Cela pourrait entraîner des symptômes physiques tels que la fatigue ou des maux de tête, des signes émotionnels comme l'irritabilité ou l'anxiété, ou encore des changements comportementaux tels que la procrastination ou le retrait. Lorsque vous remarquez ces signes, cela sert de signal pour renforcer vos frontières et peut-être faire une pause pour vous ressourcer. Gérer vos niveaux d'énergie implique également de trouver un équilibre entre les interactions sociales et le temps personnel. Bien que les connexions avec les autres soient vitales pour notre bien-être, la plupart des gens ont également besoin d'un peu de solitude pour se ressourcer. Comprendre vos propres besoins à cet égard et limiter vos engagements en conséquence est crucial pour maintenir votre équilibre émotionnel. Explorons maintenant quelques exercices pratiques que vous pouvez utiliser pour développer et renforcer vos compétences en matière de fixation de limites. Un outil utile est la feuille de travail pour l'identification des limites. Il s'agit de lister les différentes zones de votre vie, travail, famille, amitié, relations amoureuses, et d'identifier où vous devez établir ou renforcer des limites dans chaque domaine. Soyez précis sur les comportements ou situations que vous devez aborder. Le jeu de rôle peut également être un moyen extrêmement efficace pour pratiquer l'affirmation de vos limites. Trouvez un ami ou un membre de la famille de confiance et jouez des scénarios où vous devez communiquer une limite.
Cela peut sembler maladroit au début, mais c'est un moyen sécurisé de pratiquer l'utilisation d'un langage assertif et de tenir ferme dans vos limites. La rédaction réflexive est un autre exercice puissant pour développer des limites plus solides. Écrivez sur les expériences où vos limites ont été respectées et ce que vous avez ressenti. Réfléchissez également au moment où vos limites ont été franchies. Que s'est-il passé? Comment avez-vous réagi? Que feriez-vous différemment à l'avenir? Ce type de réflexion peut vous aider à identifier des schémas et des zones à améliorer dans votre capacité à poser des limites. En travaillant sur le développement de ces compétences, il est important d'avoir des attentes réalistes sur les résultats. Un bon premier résultat pourrait être la capacité de définir des limites de base, sans un confort excessif. Vous vous retrouverez à pouvoir dire non à des demandes déraisonnables ou à communiquer vos besoins sans vous sentir accablé par la culpabilité ou l'anxiété. Un excellent résultat serait de maintenir systématiquement vos limites et de vous sentir respecté dans vos relations. Vous remarquerez que les gens dans votre vie comprennent et honorent vos limites, et que vous êtes capable de naviguer dans des situations sociales complexes sans compromettre votre bien-être. Le meilleur résultat possible est de développer des relations épanouies où les limites renforcent le respect et la compréhension mutuelle. À ce niveau, vos frontières ne sont pas seulement des mesures de protection, mais des outils pour créer des connexions plus profondes et authentiques. Vous et les personnes dans votre vie comprenez les besoins et les limites de chacun, ce qui mène à des relations caractérisées par la confiance, le respect et une véritable intimité. Bien sûr, comme pour toute compétence, il peut y avoir des défis en cours de route. L'un des problèmes courants est la peur de contrarier les autres. Il est naturel de vouloir plaire aux gens et d'éviter les conflits. Mais rappelez-vous que des frontières saines bénéficient à toutes les personnes impliquées. Elles préviennent le ressentiment, la mauvaise communication et l'épuisement. Rappelez-vous qu'en fixant clairement vos limites, vous contribuez en réalité à des relations plus saines et durables. Un autre problème potentiel survient lorsque les autres ignorent ou repoussent vos limites. Cela peut être frustrant et démoralisant. La clé ici est de renforcer vos limites de manière ferme et cohérente. Si quelqu'un continue de ne pas respecter vos limites, il peut être nécessaire de réévaluer la santé de cette relation. Le respect de vos limites est un aspect fondamental d'une relation saine. À l'inverse, certaines personnes peuvent se retrouver à fixer des frontières trop rigides, ce qui mène à l'isolement. Bien qu'il soit important de protéger votre bien-être émotionnel, il est aussi crucial de rester ouvert à la connexion et à la croissance. Si vous constatez que vos limites vous empêchent de nouer des relations étroites ou de vivre des expériences significatives, il est peut-être temps de réévaluer. L'objectif est de trouver un équilibre où vos frontières sont suffisamment flexibles pour permettre l'intimité et la croissance, tout en étant assez ferme pour protéger vos besoins et vos valeurs essentielles. En conclusion de ce chapitre, rappelez-vous que maintenir des limites est un processus continu. Il ne s'agit pas de construire des murs imprenables, mais de créer des frontières flexibles et transparentes qui vous permettent d'interagir avec le monde selon vos propres termes. Vos limites peuvent évoluer au fur et à mesure que vous grandissez et que vos circonstances changent, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de rester attentif à vos besoins et de vous engager à les honorer. Vous avez appris à identifier vos limites personnelles, à communiquer vos frontières de manière assertive et à protéger votre bien-être. Vous avez exploré des exercices pratiques pour améliorer vos compétences en matière de fixation de limites, mais ce voyage de découverte de soi et de maîtrise des relations interpersonnelles ne s'arrête pas ici. Dans le dernier chapitre, nous allons tout rassembler et regarder vers l'avenir. Nous explorerons comment toutes ces compétences, de la connaissance de soi à la régulation émotionnelle, de la compréhension des autres à la gestion des limites, se combinent pour créer une version plus émotionnellement intelligente et socialement habile de vous-même. Êtes-vous prêt à entrer dans une nouvelle phase de croissance personnelle et de maîtrise sociale? La culmination de notre voyage vous attend, et ce qui se trouve au-delà pourrait bien vous surprendre. Chapitre 9. Au-delà du miroir, alors que nous atteignons le dernier chapitre de notre voyage, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Repensez à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez ouvert ce livre pour la première fois. Peut-être vous sentiez-vous incertain dans des situations sociales, aviez-vous du mal à comprendre vos propres émotions, ou trouviez-vous difficile de vous connecter profondément avec les autres.
Maintenant, alors que vous vous tenez au seuil de ce dernier chapitre, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi, évolué et acquis un ensemble d'outils puissants qui peuvent transformer votre vie sociale et émotionnelle. Ce chapitre consiste à regarder au-delà du miroir, non seulement à voir votre reflet, mais à envisager la personne que vous êtes en train de devenir et la vie que vous créez avec vos nouvelles compétences. Il s'agit de reconnaître la transformation profonde que vous avez vécue et de comprendre comment porter ces changements dans tous les aspects de votre vie. Commençons par reconnaître l'autonomisation que vous avez acquise tout au long de ce voyage. Vous avez développé une compréhension profonde de vous-même, apprenant à reconnaître et à gérer vos émotions avec compétence et grâce. Vous avez affiné votre capacité à comprendre les autres, à lire les indices subtils de la communication non verbale et à faire preuve d'empathie face à différentes perspectives. Vous avez appris à établir des rapports rapidement, à naviguer dans les conflits de manière constructive et à mener des conversations avec confiance et objectif. Et peut-être, ce qui est le plus important, vous avez découvert comment fixer et maintenir des limites saines, protégeant ainsi votre bien-être émotionnel tout en favorisant des connexions authentiques. Ces compétences ne sont pas seulement des concepts abstraits ou des connaissances théoriques, ce sont des outils pratiques et puissants que vous avez désormais à votre disposition. Réfléchissez à la manière dont ces compétences peuvent transformer votre vie quotidienne. Imaginez entrer dans une pièce pleine d'inconnus, en toute confiance, prêt à établir des connexions sincères. Visualisez-vous dans une conversation difficile avec un proche, utilisant vos compétences en résolution de conflits pour parvenir à une solution respectueuse. Imaginez diriger une réunion au travail, guidant la discussion avec aisance tout en faisant ressortir le meilleur de chaque participant. Ces compétences, qui renforcent votre intelligence émotionnelle et vos aptitudes sociales, vont transformer vos relations personnelles et professionnelles. Dans votre vie personnelle, cela pourrait se manifester par des échanges plus profonds avec votre partenaire, où vous écoutez réellement ses besoins tout en exprimant les vôtres de manière claire et empathique. Vous comprendrez mieux les dynamiques familiales et ferez preuve de plus de patience et de compréhension. En amitié, vous développerez des liens plus solides, en cultivant des relations authentiques et en créant un réseau de soutien véritable. Professionnellement, ces compétences auront un impact considérable. Vous saurez mieux naviguer dans les dynamiques sociales au travail, comprendre les subtilités des interactions et positionner vos idées de manière efficace. Vous pourrez établir des rapports rapidement et vous exprimer avec confiance dans les réunions. Votre capacité à résoudre les conflits avec calme et efficacité vous rendra précieux pour vos collègues et supérieurs, et vous pourrez ainsi saisir de nouvelles opportunités. Mais le plus grand changement réside peut-être dans votre capacité à protéger votre bien-être émotionnel. En établissant des limites saines, vous pourrez vous engager pleinement dans vos relations et responsabilités, sans risquer l'épuisement. Vous apprendrez à dire non sans culpabilité, à prioriser vos besoins tout en respectant ceux des autres. Cela vous permettra de maintenir votre énergie et d'interagir de manière plus authentique, sans craindre de vous épuiser ou de vous perdre dans les attentes extérieures. À mesure que vous intégrerez ces compétences dans votre quotidien, elles deviendront plus naturelles et feront partie intégrante de vos habitudes. Vous remarquerez une confiance accrue dans vos interactions sociales, une capacité à agir de manière plus authentique et sereine. Ce qui était au départ un effort conscient deviendra progressivement un réflexe. Vous ressentirez moins d'anxiété et de stress dans les situations sociales, et vos conversations deviendront plus fluides et enrichissantes. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre évolution depuis le début de ce parcours. Avez-vous remarqué des changements dans votre manière de réagir face aux conflits? Peut-être avez-vous géré une situation difficile avec plus de calme ou créé des liens plus profonds avec certaines personnes. Célébrez ces petites victoires. Chaque progrès témoigne de votre développement. Il est également normal qu'il y ait encore des domaines à améliorer. L'intelligence émotionnelle et sociale est une compétence qui se perfectionne avec le temps et l'expérience. Ce processus d'apprentissage est continu et il est essentiel de rester ouvert à de nouvelles expériences et perspectives. Chaque défi rencontré est une occasion d'appliquer ce que vous avez appris de manière différente et enrichissante. Vous avez développé des outils puissants pour mieux comprendre vos émotions
interagir avec les autres et établir des relations plus authentiques. Le voyage que vous avez entrepris a non seulement amélioré votre compréhension de vous-même, mais aussi de vos interactions avec les autres. Vous êtes devenu une version plus authentique et confiante de vous-même, capable de créer des connexions profondes, de surmonter les défis et d'avancer dans la vie avec résilience et sérénité. Ce n'est pas la fin du parcours, mais un nouveau commencement. Vous avez désormais les clés pour façonner vos expériences émotionnelles et sociales et pour créer des relations plus enrichissantes dans tous les aspects de votre vie. Le chemin de la croissance continue.